Alors, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Culture Wine TV, la chaîne dédiée à la mise en lumière des gens du vin et de la terre. Aujourd'hui, j'interviewe un homme d'expérience qui, depuis des années, arpente le vignoble bourguignon pour le comprendre, l'expliquer et l'enseigner. Sa discrétion et son humilité sont à la hauteur de ses connaissances et de sa capacité à les transmettre, comme il l'a si bien fait pour le Comité des vins de Bourgogne durant de nombreuses années. Il s'agit de monsieur Jean-Pierre Renard. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Tu as consacré une grande partie de ta vie à l'enseignement et à la transmission dans le vignoble bourguignon. Et j'aimerais recueillir ton regard sur ces évolutions. Mais avant, faisons un peu connaissance et je te laisse te présenter. Oui, alors bon, c'est assez simple. J'ai démarré ma vie professionnelle en tant qu'enseignant, instituteur. À l'époque, on n'était pas encore professeur des écoles. Instituteur et ensuite instituteur spécialisé pour les enfants en difficulté scolaire. Instituteur en ville ou en village? Non, en ville. En ville. Oui, j'ai commencé à Dijon, après je suis parti à l'étranger 3 ans. Et je suis revenu ensuite sur Beaune, enfin, dans la région Bourgogne, bien sûr. Puisque j'étais originaire du département de la Côte d'Or, donc les instituts étaient toujours rattachés à leur département d'origine. C'est pour ça que je suis revenu en Côte d'Or. Et c'est là que le monde du vin m'a particulièrement, je dirais, fait un petit clin d'œil par l'intermédiaire de copains qui étaient soit fils de vignerons, soit avaient des frères dans les domaines. Et donc, ma formation initiale, quand je suis rentré à l'école normale, je suis passé par 1 an à l'université, faculté de lettres, mais option histoire-géographie. Et ça, l'histoire, quelque chose qui me passionne, la géographie et en particulier la géologie aussi. Et ça, ce sont des choses que j'ai retrouvées dans le monde du vin. Donc, ce sont des choses qui ont en fait déclenché tout cet intérêt pour le vin, en dehors de l'intérêt convivial, etc., gustatif, etc. Ce qui m'intéressait, c'était vraiment la culture autour du vin. Et tu n'es pas du tout issu d'une famille du monde du vin? Absolument pas, absolument pas. Mon père aimait bien boire une bonne bouteille de temps à autre. Mais je dirais que c'est assez marrant parce que le déclic m'est arrivé au Canada. J'ai passé 2 hivers là-bas et bon, c'était la première fois vraiment que je m'installais à l'étranger. Je parlais pas anglais, évidemment je tombais dans le Canada anglophone, un peu compliqué. Et c'est là que je me suis aperçu qu'il y avait des choses qui me manquaient, en particulier la gastronomie, enfin la nourriture qui est quand même très différente de la nôtre. Et puis le vin, même si j'avais pas, on goûtait de temps en temps avec mon père quelques vins, et là je me suis aperçu quand même que ça faisait partie de notre culture. Et je me souviens, j'ai rencontré mon ex-femme là-bas, et la première soirée que j'ai organisée, je me suis débrouillé pour trouver du fromage, camembert, trouver une baguette de pain. Il y a 10 000 km, c'est pas facile, et j'ai trouvé une bouteille de pommard. Ah. Et là, ça a été un petit peu le côté, ce déclenchement qui se dit, oui, quand même, on a des choses chez nous qui sont intéressantes. Et quand je suis revenu, évidemment, là, j'ai commencé à m'intéresser. Et là, tu étais dans quelle tranche d'âge? J'avais à peine 30 ans, disons entre 25 et 28 ans. Un peu l'âge où on commence aussi à s'intéresser au vin. Absolument. En fait, l'âge où on s'intéresse au vin, et ça j'ai remarqué, c'est à partir du moment où on s'installe dans la vie. Et où on peut inviter les copains à venir à la maison, et donc à organiser des petites fêtes, des repas, etc. Et là, le vin entre, je dirais, quasiment automatiquement, enfin, sauf exception, mais dans cette vie-là. Avant, on est chez les parents, on était jeunes, le vin, c'est bien, c'est sympa, peut-être en soirée de temps en temps, mais à partir du moment où on s'installe, on se dit, ça serait pas mal que j'ai quelques bouteilles de vin pour quand les copains vont passer, etc. On commence à se dire, ça serait bien si je pouvais me faire une petite cave, acheter quelques bouteilles à droite, à gauche. Et puis c'est comme ça que ça démarre. Ça démarre comme ça. Et alors, qu'est-ce qui t'a finalement conduit vers l'enseignement plutôt qu'une autre voie? C'est marrant parce que quand j'étais tout gamin, je devais avoir 3 ou 4 ans, et ma grand-mère, je me souviens, elle me dit, mais qu'est-ce que tu vas faire plus tard? Qu'est-ce que tu veux faire? Et je lui ai répondu, je veux être maître de l'école. Et ça m'a jamais quitté, mais non, parce que j'aime partager, j'aime enseigner. C'est le côté, on ne se refait pas. Et ça, en fait, donc le côté enseignant m'a beaucoup plu, mais du coup, quand je suis arrivé dans le monde du vin, j'ai pas quitté ce monde enseignant. Il fallait que j'enseigne le vin. Il fallait que je l'apprenne déjà. C'est pour ça que je me suis inscrit et j'ai fait 3 ans de dispo et je me suis inscrit en fac de nous
à Dijon pour suivre les cours de technicien œnologue. Ensuite, avec un copain, on a monté une petite cave à Dijon où là, on organisait des dégustations, mais des animations. On faisait ce qu'on appelait des soirées villages. Chaque soirée était consacrée à un village particulier. On invitait les vignerons qui venaient présenter leur vin. Moi, je faisais une présentation de l'histoire du village, de l'histoire de l'appellation, un peu la géologie, type de sol, etc. Et c'est parti. Et c'est parti comme ça. Et c'est parti comme ça, ouais. Oui. Et alors, quand tu regardes le chemin parcouru, quel est le premier souvenir qui te revient de la Bourgogne viticole de tes débuts? Alors, c'est un souvenir qui revient périodiquement. Un domaine viticole à Aussay-Durès, Jean Lafouge, je ne vais pas le citer, qui est un très très beau domaine. Et Jean Lafouge, c'était quelqu'un qui avait son pantalon en velours, son béret, etc. Enfin, un peu paysan, vigneron paysan, figure locale, et avec qui j'avais bien sympathisé. Et puis quand j'avais ma petite boutique à Dijon, bon, je sélectionnais des vins, donc j'allais voir les vignerons. Et je me souviens d'une dégustation que j'avais faite chez lui. Alors on goûte au fur, il va chercher une ou deux bouteilles, et puis à la fin il part, puis il va chercher avec une bouteille beaucoup plus ancienne, Aussay-Durès, on goûte ça, superbe. Et lui, alors, il se sert dans un verre. Le verre avait le pied coupé, donc il plantait ça dans un bouchon. Enfin, mais le vin, il me sort un Aussay-Durès 47, mon année de naissance, et c'est absolument fabuleux. Et là, je me dis, là, on touche la sincérité, on touche vraiment la profondeur du terroir, qui aujourd'hui, malheureusement, je dirais un petit peu s'étiole. Au niveau, bon, c'est le profit commercial. On va y venir, justement. Ouais. Et ça a été vraiment un coup de cœur extraordinaire. Ouais. J'en ai eu d'autres aussi, mais ça a été vraiment vraiment le premier. Ah oui, je me dis, là, on a quelqu'un d'authentique qui, en plus, était une personnalité très attachante. Alors, c'est plus le personnage ou le vin? C'est les deux. C'est les deux, oui. C'est indissociable. On ne peut pas les dissocier. Je dirais un petit peu, c'est comme on dit souvent que le chien ressemble à son maître ou le maître à son chien, on ne sait pas. Ben, je dirais le vin, il ressemble à son vigneron, le vigneron ressemble au vin. Vous voyez le vigneron, vous voyez le vin quelque part. Justement, on va un peu maintenant aborder l'évolution de cette Bourgogne viticole et l'évolution du métier de vigneron. Alors, si tu devais décrire cette Bourgogne d'il y a 40 ou 50 ans à quelqu'un qui ne l'a jamais connue, que lui dirais-tu? Ça, c'est pas évident, parce qu'effectivement, on a des images qui sont aujourd'hui, qui paraissent un peu désuètes. Hein. Ces caves où encore on trouvait parfois de la terre battue, pas de cuve inox, de la moisissure sur les murs, parfois, belle moisissure, grise. Donc, un monde plus près du monde paysan, des gens qui travaillaient beaucoup dans les vignes, qui s'éreintaient vraiment, parce que les premiers enjambeurs, enfin bon, la mécanisation qui faisait son apparition. Un monde passé. Aujourd'hui, quand on regarde les engins, on a même des robots dans les vignes, les cuves inox, les caves sont magnifiques. L'hygiène a fait des progrès spectaculaires. Alors, je ne suis pas passéiste, parce que la qualité des vins à l'époque n'était pas non plus fantastique. J'estimais, je tenais toujours des notes et je regardais. Grosso modo, on avait un vin sur deux qui était bien, et puis un vin sur l'autre qui était un peu moins bien. Aujourd'hui, on est à 3 voire 4 vins sur 5 qui sont vraiment de très belle qualité. Oui. Donc, il ne faut pas regretter. La chose, c'est que c'est l'image du vin qui change aussi. Le vin est devenu un produit d'exception aujourd'hui, alors qu'il était un produit courant autrefois. Tout le monde achetait du vin, maintenant de moins en moins. Ça devient malheureusement un produit de luxe, parce que quand on voit les prix de certaines bouteilles, dans les grands crus en particulier, il y a beaucoup, malheureusement, d'amateurs qui ne peuvent plus les acquérir. Les domaines sont en train d'éclater un peu, puisqu'on a des repreneurs, des institutions. On en parlera après, oui. Et selon toi, qu'est-ce qui a le plus changé chez les hommes et les femmes qui font le vin aujourd'hui? Et bon, tu as parlé des techniques, mais je dirais plus dans la question, c'est plus, tu vois, dans le rapport à la terre, les mentalités, les attentes de la société. Est-ce que le métier de vigneron est devenu plus ou moins difficile ou simplement différent? Enfin, tu vois, comment tu vois l'humain Alors, il est toujours difficile, il a toujours été difficile, mais bon, je dirais peut-être moins quand même qu'à une époque, parce que d'abord, il y a beaucoup de machines, on se fait aider, il y a beaucoup de choses qui sont moins pénibles déjà physiquement, mais c'est l'éruption quand même je dirais, de l'aspect commercial
qui aujourd'hui est extrêmement important, l'export en particulier qui marche très bien. Donc le vigneron se transforme en VRP, il se transforme, il parcourt la planète, c'est un peu tapis rouge quand il est reçu dans les clubs, les grands clubs, etc. Ça lui monte un peu parfois la tête, hein. La simplicité n'est pas toujours là. Le vigneron devient une star. Hein. Enfin, pas tous, hein, bien sûr, mais enfin quelques-uns sont de véritables stars. Et ça se traduit évidemment sur le prix des vins qui sont astronomiques. Ça, c'est pas la culture du vin que j'ai connue. Hein. C'est sûr que j'ai un petit peu de mal par rapport à ça, ne serait-ce que tout simplement la façon dont la clientèle perçoit le vin aussi. Hein, c'est par les réseaux sociaux, c'est des photos de ce qu'on a pu boire, c'est le tableau de chasse, l'étiquette est devenue extrêmement importante. Et en fait, on se concentre beaucoup moins sur le produit que sur ce qu'il représente. Ouais. Hein, c'est le côté, oui, moi je peux me l'acheter, donc voilà, je fais partie de la bonne société, etc. Alors que c'est pas ça, et c'est souvent, là j'ai le flashback de Jean Lafouche dans sa cave avec sa bouteille, et je me dis, oui, effectivement, c'est pas la même planète. Ouais. On est sur deux mondes, monde qui a changé, qui a basculé. Absolument, absolument. Et alors, les nouvelles générations, est-ce que tu trouves qu'elles exercent le même métier que leurs parents, leurs grands-parents, ou en quoi c'est différent aujourd'hui ? C'est différent parce que d'abord, beaucoup sont passés par des formations, hein, que ce soit le CFPPA, que ce soit l'université, etc., voire école de commerce, etc. Donc il y a une meilleure formation. Hein. Au niveau technique, c'est vrai qu'aujourd'hui, les jeunes vignerons sont très techniciens, maîtrisent les vinifications de façon certainement plus carrée, plus fine aussi. Donc ce sont de grands vinificateurs. Le travail dans les vignes, certains sont très présents, mais ils ont beaucoup de personnel. Hein, aussi, donc ils sont peut-être un petit peu moins engagés au niveau du contact avec la terre, quoique certains le sont quand même. Hein. Non, et puis le poids de l'administratif aussi qui impose également de ne pas vouloir... des fois, certains disent « j'aimerais bien être aux vignes » en fait. Oui, alors c'est souvent, autrefois je me souviens, hein, c'était souvent la femme, l'épouse qui faisait les comptes, comme on dit, qui s'occupait à la fois des démarches, l'obtention des différents documents nécessaires à l'exportation, etc. C'est un travail assez lourd. Hein. Aujourd'hui, c'est vrai que l'ordinateur est là, facilite les choses, mais il y a véritablement une activité, on va dire, donc commerciale, une activité de secrétariat, une activité bureaucratique qui est très présente et parfois un peu pesante. C'est vrai que la jeune génération, de temps en temps, elle dit on aimerait profiter un petit peu plus peut-être de nos vignes que de passer du temps au bureau. Et tu les sens aussi impliqués dans leur domaine que leurs parents ou leurs grands-parents ou... Oui, enfin, là je crois que c'est pas vraiment un problème de génération, c'est plus un problème de personnalité. Ouais. Donc il y a des jeunes aujourd'hui qui sont très très impliqués, qui vraiment revendiquent leur terroir, qui font un travail de fond qui est remarquable. D'autres sont plus attirés par le côté bling-bling, l'aspect commercial, mais ça a toujours existé. Ouais. Hein. Moi-même, chez les anciens, je me souviens, il y en avait qui avaient déjà aussi ce côté un peu tu vu, quoi. Ouais. Donc, non, là je crois que c'est pas vraiment un problème de génération. On trouvera toujours des gens passionnés par leur métier, et heureusement, c'est ça qui sauve aussi la viticulture. Ouais. Pour toi, donc je voulais aborder, après avoir abordé plutôt le travail, le métier, là je voulais aborder un peu les vins. Et pour toi, les vins de Bourgogne ont-ils changé autant que les vignerons ou autant que la technique ou... Je pense, oui. Ouais. Oui, je crois que moi, je trouve les vins n'ont jamais été aussi bons. Globalement, hein, on a des vins qui sont de qualité remarquable. Alors, on le doit à la technique qui a évolué, donc meilleure maîtrise. On le doit aussi peut-être au sérieux des vignerons, qui est quand même toujours présent. Et puis au réchauffement climatique. Les maturités sont très différentes. Quand on regarde les années 70, 60-70, voire même 80, on avait 2-3 bons millésimes dans une décennie. Aujourd'hui, on est à 6, voire 7 excellents millésimes. Oui. Alors avec des quantités parfois un peu moindres, le réchauffement climatique pose quand même quelques problèmes.
Mais non, les vins de Bourgogne aujourd'hui sont vraiment remarquables. Donc, quand tu dégustes un Bourgogne aujourd'hui, qu'est-ce qui te frappe le plus par rapport au vin de tes débuts? Oui, ben, je trouve la qualité des tanins, la souplesse, la gamme aromatique qui est très riche. On retrouve plus peut-être de fruits, mais en même temps avec une certaine complexité, des épices, etc. Alors qu'autrefois, on avait des vins qui étaient quand même assez durs, hein, Oui. et qui étaient marqués par des tanins parfois un peu austères. Il fallait les attendre longtemps, 10, 15 ans. C'était pas toujours facile. Alors évidemment, sur les grands millésimes, 20 ans après, c'est un véritable plaisir. Aujourd'hui, sur un millésime, un bon millésime, 5-6 ans, vous avez déjà un vin qui est absolument remarquable. Et est-ce que finalement, on ne s'est pas aussi habitué à déguster, à boire des vins jeunes? Bien sûr. Mm. Ça, c'est presque un drame. Ouais. Enfin, j'exagère un peu, mais effectivement, on aime bien les vins sur le fruit, on aime bien, c'est parce que c'est plus plaisant, c'est plus facile, peut-être moins difficile à cerner. Mais en même temps, quand on a un grand vin qui passe 10, 15 ans, voire 20 ans en bouteille, et qu'on le débouche maintenant, c'est quand même une expérience extraordinaire. Et malheureusement, je vois chez les dégustateurs, très très peu ont cette expérience de goûter des vins qui ont quelques années. Ouais. Je vois même chez les professionnels, j'ai eu l'occasion il y a quelques temps de goûter des vieux blancs, et j'avais des jeunes œnologues, etc. Oh non, ce vin-là, il est oxydé, etc. En fait, ils confondaient l'oxydation avec l'évolution, Avec l'évolution. qui est deux choses différentes. Alors évidemment, les vins blancs, on a tendance à les boire. Aujourd'hui, on le voit bien dans le vocabulaire, ciselé, tendu, etc. En fait, c'est relativement acide. Oui. Moi, personnellement, je suis d'une génération où on ne cherchait pas ça. On cherchait au contraire quelque chose de plus souple, de plus rond, de plus abouti. Mais on y revient quand même. Oui, on y reviendra. De toute façon, c'est cyclique. Je pense que c'est la balance est quand même en train de revenir un peu plus au milieu. Donc, et puis montrer que même les vins blancs peuvent vieillir et donner des choses fabuleuses. Oui. Ça, c'est clair. Ouais. Et alors, pour toi, je fais appel à ton regard d'historien. Est-ce que tu penses que les soubresauts climatiques actuels sont plutôt un véritable tournant ou alors un cycle parmi d'autres? Le problème, alors un cycle parmi d'autres, je ne sais pas. Moi, j'ai l'impression quand même que ça s'installe. Ces températures très élevées en été, ces hivers très doux. Et là, forcément, ça a un impact sur la viticulture, hein, avec des débourrements précoces, des risques de gelée au mois d'avril. En été, des risques de grillure. Et puis, quand il fait très chaud, on a toujours peur des orages qui arrivent derrière avec la grêle. Je trouve qu'on est dans une incertitude qui est quand même très élevée. Et on le voit, le stress des vignerons dans cette période d'été. Alors évidemment, si on a un peu de pluie, si ça se rafraîchit, ça fera un super millésime. Mais maintenant, si, on ne sait pas. Ouais. On ne sait pas si on aura d'autres vagues de chaleur, si on aura des événements climatiques malheureusement imprévisibles mais qui pourraient dommager la vigne. Non, ça, je crois que c'est une véritable interrogation. Hein. On n'a pas la réponse. On n'a pas véritablement la réponse. Il y a des expériences qui sont menées. Je connais par exemple Claire Naudin, pour pas la citer, dans les Hautes-Côtes, qui installe des parasols pour abriter les vignes. On laisse pousser peut-être davantage aussi la vigne, et puis pour faire un peu d'ombre. Alors qu'il y a 15 ans, on enlevait les feuilles, on les feuillait pour qu'il y ait plus de soleil, et là on est à l'inverse, on va plutôt rechercher. Et ça peut avoir un impact aussi un petit peu plus tardivement, par exemple les parcelles qui sont exposées, qui étaient moins bien exposées, nord-est par exemple, peut-être que ça va devenir un avantage. Ouais. Non, on évolue, hein. On est dans un monde qui évolue et dont on ne maîtrise pas du tout cette évolution. Ouais. C'est difficile d'ailleurs d'avoir cette échelle d'une évolution finalement très rapide par rapport à une culture qui est sur un temps long. Ouais. La viticulture, c'est sur un temps long. L'élevage ou des céréales, c'est plus sur un temps court. Tu ne plantes pas du blé pour le récolter dans 15 ans. Quoi. Exactement. Et non, là, il faut vraiment anticiper. Hein. C'est-à-dire qu'une vigne, elle donne le meilleur d'elle-même 20 ans, 20 ans après. Donc, quand on plante une vigne, faut déjà anticiper, savoir. Donc, il y aura des évolutions sur la conduite de la vigne. Est-ce que on plantera toujours dans des rangs aussi bas? Est-ce que, au contraire, on ne va pas laisser la végétation et en revenir à ce que faisaient les Romains, pergola, etc. On ne sait pas. Mais de toute façon, il va falloir s'adapter. Il va falloir s'adapter. Et d'ailleurs, est-ce que tu pourrais, là c'est ton regard d'historien, nous éclairer sur
pour toi, quelles sont les grandes étapes majeures dans l'histoire que la Bourgogne a connue? Parce que j'ai eu l'occasion de t'écouter en conférence et c'est passionnant. Alors là, on va pas faire une conférence avec Non, l'interview, mais si par exemple tu peux éclairer selon toi les grandes étapes majeures sur ce vignoble bourguignon. Oui, alors il y a eu... Sans rentrer dans Oui, dans le détail, schéma tout fait du discours, je dirais, entre guillemets, connu. Oui, oui. Déjà, la création du vignoble, hein, c'est le vignoble, les premières vignes sont apparues en plaine et non pas en coteau. Hein. Ça, c'est une chose que les gens souvent ignorent. Hein. Du côté de Gevrey-Chambertin, c'est là qu'on a retrouvé, mais dans la plaine, et les vignes qu'on a pu dater autour de l'an 50. Et pendant à peu près 300 ans, on aura des îlots de vignes le long des voies romaines, dans la plaine. Bon, on n'était pas très regardant sur la qualité des vins, il fallait produire du vin, et ça allait très bien. Et là, le tournant, il va être pris, je pense, avec l'arrivée des Burgondes, cette tribu qui est partie d'une île au nord-est du Danemark et qui est venue, qui a mis 200 ans, hein, un périple de l'Allemagne, etc., qui s'est christianisé et puis qui est venu s'installer en Bourgogne. Bon, je ne vais pas entrer dans le détail, mais c'est une période passionnante et qui obéissait à la fois à la loi gallo-romaine et à la loi des Burgondes, loi Gombette, de 502. Et cette loi est extraordinaire parce qu'il y avait un article qui disait que toute personne qui cultive des fruits, des légumes, etc., en retire le fruit de cette culture, en devient propriétaire si le propriétaire ne se manifeste pas. Or, ce qui était extraordinaire, c'est qu'en coteau, il n'y avait pas de vigne. Eh oui. Et donc là, ils ont commencé à planter de la vigne en coteau, parce que les propriétaires étaient hautains, hein, et ils sont devenus propriétaires. Et le pied de l'histoire, c'est là qu'on va faire les meilleurs vins par la suite. Donc ça, c'est un point qui est important. Après, il va y avoir évidemment, alors en histoire, on va aller très vite, hein, le temps des ducs de Bourgogne qui vont être de véritables ambassadeurs. Et c'est là qu'on va retrouver quand même certains vins sur les grandes tables. Et au XIIIe siècle, le vin de Beaune va être un des vins les plus prisés par le roi de France. Et quand on dit vin de Beaune, c'était les vins qui étaient récoltés entre Centenay et Moret-Saint-Denis. Tout ça s'appelait vin de Beaune. Ah oui. Voilà, donc les appellations vont venir beaucoup plus tardivement. Ensuite, bon, il va y avoir, je dirais, 17e, 18e siècle, hein, il y a un virage qui va s'effectuer d'abord au niveau qualitatif, parce qu'on va rechercher, le terroir va faire son apparition, des bains de lieu, hein, comme on disait de l'époque. On va écarter les endroits qui produisent plutôt moins bien, on va sélectionner des endroits qui sont propices à la culture de la vigne et qui donnent surtout des raisins de qualité. La Révolution française va arriver à ce moment-là. Mais on va arriver au siècle des Lumières aussi, hein, le siècle des Lumières où la table va avoir son importance. Hein. Il n'y a pas que la philosophie, il y aura la table, il y aura les vins, les très grands vins. D'ailleurs, si on fait référence à la Romanée Conti, qui s'appelait Romanée, hein, même du temps du prince de Conti, puisque le prince de Conti avait acheté une partie de la Romanée. Ces vins vont être confisqués évidemment par les révolutionnaires, hein, de la Révolution 1789. Ils vont vendre la vigne, et ce sont eux qui vont ajouter le mot Conti pour la vendre à un meilleur prix. Donc on peut être révolutionnaire, avoir le sens du business. Ouais. Hein, donc déjà, voilà. Mais pourquoi ce vin va acquérir une telle notoriété? Tout simplement, le prince de Conti, cousin du roi de France, avait ce vin-là qu'il servait au cours des repas où il invitait des gens, on va dire, de l'Europe entière. On disait qu'à l'époque, c'était la meilleure table d'Europe. Donc évidemment, quand on buvait un vin qu'on ne buvait pas ailleurs, alors forcément, vous voyez, c'est là qu'on imagine tout ce qui se passe dans la tête, c'est forcément un bon vin. Ouais. Voilà. Et donc, je dirais presque le mythe, hein, parce que c'est presque un mythe, est parti de là. Ouais. Parti de là. Mais pour finir, bon, après, il va y avoir le 19e siècle. Le 19e siècle qui est un siècle fondamental, innovation technologique, la pasteurisation, enfin Pasteur, Chaptal, etc., tous les grands scientifiques qui vont apporter leurs connaissances pour permettre justement de pouvoir conduire les fermentations dans de meilleures conditions. Et puis ça va être le siècle des premiers classements, puisque là on va bien voir que certains vins, en fonction du lieu, seront de meilleure qualité que d'autres. Et puis ça sera le siècle du phylloxéra, malheureusement, où la vigne va être complètement détruite. Mais ce qui va permettre de rebondir aussi, et de restructurer le vignoble, de planter en ligne, parce qu'avant c'était pas en ligne, de planter en ligne, etc. C'est là qu'on va voir la taille guyot faire son apparition, mais la répression des fraudes aussi, parce qu'il va y avoir beaucoup de fraudes, parce qu'on ne s'est pas arrêté de boire du vin, même s'il n'y avait plus de vigne. Donc on faisait du vin avec n'importe quoi, et on mettait Beaune, et on mettait, etc. Donc la répression des fraudes va être créée à la suite de... Et alors le vin venait d'où finalement de cette époque-là? Un peu de partout, Algérie, etc.
il y a eu Ah oui, vraiment c'est à l'époque du phylloxéra. Bah, c'est là on a compensé, hein, on s'est Mhm. orienté, et puis après, il va y avoir les hybrides qui vont faire leur apparition, etc. Cette période était assez floue, hein. Il y a eu beaucoup quand même de malversations, il y a eu beaucoup de fraudes. C'est pour ça qu'en 1905, l'État crée la répression des fraudes. Et qu'ensuite, dans la logique, on va créer les appellations d'origine en 1919, Mhm. mais qui ne sera pas suffisante. C'est pour ça qu'en 1936, ça va être origine contrôlée. Ouais. Si on n'a pas de contrôle, c'est la porte ouverte à tous les abus. Donc, et ce système d'AOC, les premières AOC vont être créées en 1936, c'est vraiment ce qui va quand même sauver le vignoble et faire en sorte que la qualité va pouvoir être là. Être mise en avant aussi. Et aujourd'hui, on est en système AOP, hein, puisque c'est un système européen, mais qui s'est basé vraiment sur le modèle des AOC françaises. Enfin bon, je vous la fais court, hein, comme on dit. Là, je voudrais aborder avec toi l'idée de la transmission et les défis de demain qu'on a déjà un petit peu abordé avec le climat. Mais là, un peu sous un autre angle, tu as accompagné plusieurs générations de professionnels et puis d'amateurs de vin. Et je voulais savoir qu'est-ce qui te rend le plus fier lorsque tu regardes le chemin parcouru par rapport à ça. Ce que tu as aimé le plus transmettre. Ah, c'est une question qui n'est pas facile. Non, le plus transmettre, c'est peut-être, j'allais dire, c'est bateau, l'amour du terroir, mais c'est quelque chose, si on peut comprendre que le vin, qui est un produit un peu particulier, un peu magique, est très lié au lieu à son lieu de naissance, c'est-à-dire on va partir de la vigne, mais qu'il est aussi lié à la qualité de l'homme et à son inventivité, à sa créativité, etc. Si on comprend ça, et qu'on laisse de côté le vin, aspect commercial, etc., produit de luxe, etc., mais qu'on est vraiment dans l'authenticité, et que c'est une relation finalement entre un lieu, les gens qui y habitent, et puis cette rencontre magique avec la plante, je pense que quand on a intégré ça, on comprend un petit peu ce qu'elle va. Ouais. Et là, quand tu as transmis ça, tu as vraiment la sensation du travail accompli, quoi. Oui, alors, bon, moi, d'abord, j'ai jamais trouvé que c'était un travail, pour moi, c'est une passion. Ouais. Donc, mais effectivement, quand j'emmène quelqu'un, par exemple, au pied de la roche de Solutré, qu'on regarde la vigne, et puis qu'on va retrouver un fossile des anciens coraux, puisque c'est un massif corallien, et puis que les gens partent avec leurs petits cailloux, ils sont tout contents, et d'un seul coup, ils comprennent que là, il y avait la mer, et que ceci... Ah, oui, ça fait plaisir. C'est toujours quelque chose qui, on dit qu'on a déclenché quelque chose. C'est-à-dire, le vin, on va pas le boire de la même façon. Ouais. On va le relier à quelque chose. On va le relier à son histoire, on va le relier au sol, etc. Et la même chose, de faire découvrir un domaine où quelqu'un va travailler d'une certaine façon, le fait de mettre les gens en relation, Ouais. hein, de former ce lien, c'est quelque chose de très valorisant. Et au-delà des connaissances techniques, historiques, là, si tu devais transmettre une seule valeur fondamentale voilà, ce serait laquelle? Je dirais le respect du produit. Ouais. Respect du produit, respect du terroir. Parce que bon, ce mot terroir, c'est un mot... alors, ce qui fait toujours débat, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent oui, le terroir. Je me souviens avoir eu une discussion avec des œnologues australiens il y a quelques années qui me disaient oui, vous, la Bourgogne, hein, c'était à l'époque encore, avec vos cas, avec les toiles d'araignée, la terre battue, etc. Achetez donc des ordinateurs et puis apprenez à faire du vin. Hein, c'était un petit peu ça. Je dis là, vous n'avez rien compris. Parce que le vin, c'est pas simplement une technologie, c'est pas une technique que des cuves inox, un ordinateur et qui va vous sortir le produit miracle. Non, c'est autre chose. Il faut aller chercher dans la terre, il faut aller chercher dans l'histoire, il faut aller chercher dans la relation que le vigneron a à sa propre vigne. C'est là quelle est la vérité. Et pas, la technologie, bon, elle permet de... C'est un moyen, oui. Voilà, c'est un moyen qui est à disposition. Mais c'est pas c'est pas suffisant. S'il y a que la technologie, mais que derrière, il n'y a pas le travail de fond du vigneron, cette pensée, cette vision, le vin sera quelconque. Il sera technologique, il sera bon, mais il n'y aura pas d'âme. Oui. En fait, ce qu'il faut rechercher dans le vin, c'est son âme. C'est ça. Hein, c'est la vibration. Si le vin n'a rien à dire, n'a rien à raconter, bon, c'est fruité. Il n'y a pas de quoi en faire des montagnes. Et alors, selon toi, au niveau, en tout cas sur le vin, selon toi, quels sont les plus grands défis de la Bourgogne pour les années à venir?
Alors, les grands défis, c'est le défi climatique, ça c'est clair. Un autre défi, c'est peut-être dans la continuité des domaines familiaux, parce qu'aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une redistribution des cartes, avec des domaines qui se vendent à des prix d'ailleurs faramineux, et où les familles ne peuvent plus... quand un domaine viticole est à vendre aujourd'hui, même si la SAFER a un droit de préemption, etc., il est difficile pour les autres vignerons d'acheter des parcelles quand on pense qu'un hectare de Grand Cru, on est au-dessus de 10 millions d'euros. Qui peut acheter un hectare de Grand Cru aujourd'hui? C'est compliqué. Donc, évidemment, les investisseurs, les grands groupes sont là, parce que pour elles, c'est pas le produit qui les intéresse en tant que tel, c'est l'image. C'est de la communication, c'est voilà, un très grand produit de luxe. Et ça, c'est quelque chose qui me fait mal. Oui, c'est ça. Je pense que ça fait mal à tout le monde, en fait. Mais un vigneron m'avait dit en 2010 déjà, donc ça date, que d'ici 2050, les vignerons bourguignons seront des fermiers, redeviendront des fermiers. Est-ce que des investisseurs et des fonds de pension, est-ce que tu crois que ça peut aller jusque-là Là, j'en ai un peu peur. J'espère que non. Mais malheureusement, il y a certains cas, quelques domaines qui sont passés dans ce stade-là où on vend son domaine et en fait, on reste dans le domaine, mais on devient employé. On n'est plus le propriétaire. Alors, on a touché un peu le pactole, c'est-à-dire que l'argent, malheureusement, et ça c'est elle ne facilite pas toujours les choses. Alors évidemment, on ne peut pas jeter la pierre à quelqu'un qui on lui offre une somme mirobolante. Bon, ça se comprend qu'on puisse être attiré. La succession est aussi un vrai problème. Droits de succession, évidemment, qui sont faramineux, vu la valeur des terres. Mais en même temps, quand on a plusieurs enfants et que s'ils ne sont pas intéressés pour prendre la ligne, parce que c'est un métier difficile aussi, et qu'ils voient qu'on leur fait miroiter une certaine somme d'argent, certains se disent on n'a qu'à vendre. Et justement, est-ce que... le problème qu'on peut constater aussi, c'est qu'il y a une partie de les parties familiales, frères et sœurs, ou peu importe le degré, ont toujours l'impression que celui qui exploite, finalement, est assis sur un tas d'or et eux, ils veulent leur part. C'est quand même toujours... encore une fois, c'est l'argent qui... C'est l'argent, l'appât du gain. C'est terrible. Moi, je le vois, par exemple... à l'époque, quand j'ai commencé à m'intéresser au vin, les caves étaient ouvertes, on pouvait aller partout, un petit coup de fil, etc. On était bien reçu, on goûtait les vins, etc. On n'achetait pas forcément du vin, on en plutôt 2 bouteilles, parce que bon, quand même 3 bouteilles. Mais les vins n'étaient pas très chers. Aujourd'hui, d'abord, difficile d'être reçu dans les domaines. La dégustation, sous certaines conditions. Il n'y a plus cette générosité, parce que le vin atteint des prix tels qu'une seule bouteille, oui, on comprend que le vigneron se dit je ne peux pas rincer tout le monde, quoi. Donc cette culture, cette communication, cet échange qu'il y avait avec même des gens qui passaient dans la rue parfois. Je me souviens de Lucien Jacob, qui était donc le maire d'un petit village des Hautes-Côtes et vigneron, me disait quand ils ont commencé à faire de la bouteille, donc c'était après la Deuxième Guerre mondiale, dans les années 50-60, ils se mettaient sur la place du village, ils arrêtaient les voitures pour qu'ils viennent goûter le vin. C'était une époque où on commençait à faire de la mise en bouteille à la propriété, on cherchait le client. Le long de la 74, il y avait les grands tonneaux à l'entrée de Beaune-Romanée où on pouvait goûter du vin, etc. On essayait d'attirer les gens pour venir découvrir le vin. Et aujourd'hui, c'est fini, ça. L'argent a pris une telle importance que la relation n'est plus la même, quoi. Je voulais un peu plus parler des consommateurs, parce que tu en as quand même beaucoup côtoyé. Et donc, comme tu es en tant qu'enseignant et accompagnateur touristique, tu as vu passer plusieurs générations d'amateurs de vin et de professionnels. Et qui étaient finalement les consommateurs d'hier et quels sont ceux d'aujourd'hui? Tu l'as un petit peu évoqué par rapport à l'étiquette, mais est-ce que tu vois une différence ou pas? Oui, il y a quand même une différence. Alors, bon, il y a des gens, on retrouve aussi les mêmes consommateurs aujourd'hui qu'autrefois. Il y a des passionnés, etc., qui cherchent le contact avec le produit. Et puis il y a d'autres consommateurs qui sont arrivés, en particulier avec l'export. Je vois le monde asiatique, mais aussi américain, donc qui connaissent parfois très bien les vins, au moins. Bon,
quand je dis très bien les vins, ils connaissent 50 domaines en Bourgogne, les domaines les plus huppés, etc. Mais il y en a qui ont des connaissances très poussées. Absolument, même très sur la poussées. vinification, etc. Mais il y a cette recherche du trophée, qui autrefois était quand même beaucoup moins flagrant. Ces buveurs d'étiquettes, à chaque fois, vous leur montrez l'étiquette, ils sont en extase. Moi, j'ai un peu de mal, je leur dis non, vous savez pas, l'étiquette, elle vous dit d'où vient le vin, il vous dit pas s'il est bon. C'est votre jugement à vous. Et le problème, c'est que si vous êtes complètement conditionné par l'étiquette, vous n'allez pas arriver à juger sereinement. À la limite, il faudrait goûter qu'à l'aveugle. Mais goûter à l'aveugle, ne faites jamais goûter des grands crus à l'aveugle parce que vous allez être déçu. Souvent. Parce que tout de suite, c'est un grand cru. Puis bon, parfois, on a un vin qui est pas mal, mais enfin, qui n'est pas non plus le vin qu'on espérait. Donc, essayez de se détacher un petit peu de ces contraintes et puis de ces, je dirais, en bas de l'étiquette, et puis de se concentrer sur le produit, sur les sensations, sur la perception, etc. C'est quelque chose qui n'est pas facile. Et beaucoup d'amateurs n'arrivent pas jusque-là. Eux, ce qui leur suffit, j'ai bu un Gevrey Chambertin, premier cru, super, génial. Bon, voilà, c'est parfait. Maintenant, si on va chercher un petit peu plus loin, alors on a des amateurs très pointus, des professionnels aussi, qui eux sont capables d'aller disséquer. Donc voilà, on retrouve les différents types de consommateurs, mais le côté bling-bling aujourd'hui est quand même très important. Et alors, selon toi, comment le consommateur français a évolué? Je parle du français, parce qu'on parlera de... Oui, ça c'est intéressant, parce que le consommateur français, je dirais que malheureusement, il y a un certain nombre de consommateurs qui se retirent un petit peu de ces vins-là, en particulier des grands vins, parce que financièrement, d'abord, ils ne peuvent plus acquérir les bouteilles qu'ils souhaiteraient. Moi, j'ai une petite anecdote qui est très simple. Quand j'ai commencé à m'intéresser au vin, donc début des années 70, vraiment, j'ai acheté avec deux copains, on a acheté une pièce ou deux de Meursault chez un vigneron. On allait faire la mise en bouteille nous-mêmes, c'était une journée sympa. Et la bouteille nous revenait à 20 francs, c'est-à-dire 3 € la bouteille. Donc, avec des copains, on s'achetait une pièce, on se partageait, on gardait chacun un ou deux cartons, et on était heureux comme tout. Aujourd'hui, d'abord, c'est plus possible, deux, le prix serait absolument pas le même. Mais non, non. Parce que deux cartons de Meursault, à 50-60 € la bouteille, ça fait déjà une petite somme. Moi, j'ai eu l'exemple, mais ça fera la transition finalement, parce que vers les étrangers, mais j'ai eu un monsieur tchèque qui est venu au caveau à Mercurey la semaine dernière, et puis en fait il était en vélo depuis Beaune, il faisait la route des vins, et puis il m'a dit voilà, il y a 15 ans je suis venu à Meursault, j'ai acheté des bouteilles de pommard de Meursault, c'était à peu près aux environs d'une 30aine d'euros. Et puis il voulait refaire la même chose, il était parvenu en France, mais il a dit mais c'est impossible. En fait, c'est quelqu'un qui travaille dans l'univers du vin. Et il me dit, mais je peux plus, je peux pas me permettre. Donc, il est descendu en Côte-Chalonnaise où les vins restent abordables. En fait, c'est ce qu'on s'aperçoit de ça. De la Côte de Nuit, on a glissé progressivement vers la Côte de Beaune, Côte-Chalonnaise, Mâconnais. Maintenant, si on veut, par exemple, des vins blancs accessibles dans le Mâconnais, on trouve des choses qui sont superbes. Dans la Côte-Chalonnaise, on a des blancs et des rouges aussi qui sont de très très bonne qualité, où le prix reste abordable. Et on a des vins qui sont très bien. Le prix est un frein, mais est-ce que tu penses que le consommateur français, parce que Bordeaux, le Bordelais, le Sud-Ouest arrache toutes ses vignes, il y a quand même un désintérêt pour le vin. La consommation a énormément baissé. Pour toi, c'est dû à quoi? Alors ça c'est vraiment un problème qui intrigue beaucoup les vignerons. Ça leur pose beaucoup de questions. En fait, les jeunes consomment beaucoup moins de vin. Oui. Déjà, on voit la bière qui a monté avec des bières, des brasseries artisanales qui sont créées un peu partout, etc. C'est moins fort en alcool, on peut en boire plus. Souvent, les jeunes qui recherchent un petit peu le côté euphorique de l'alcool vont aller vers des alcools plus durs, plus puissants. Le vin... je pense qu'il y a une catégorie de jeunes qui s'intéressent vraiment, comme tu dis, qui vont pas tarder de s'installer dans la vie qui arrive. Mais il y a aussi toute une génération où, quelque part, le vin, on vient en acheter pour son père ou pour son grand-père, quoi. Voilà, en fait, il y a aussi, je veux dire, tous les lobbies autour de la santé.
bon, il est vrai que le vin bu en excès, c'est pas terrible, quoi. Non. Maintenant, moi je pars toujours du principe, mon père, j'ai jamais vu boire d'eau. Hein, il est mort à 93 ans, il buvait 2 verres de rouge à midi, 2 verres de rouge le soir. Oui. Mon père ne buvait pas d'eau non plus. Et bon, mais je ne l'ai jamais vu ivre. Ouais. Donc il avait une consommation, on peut dire, raisonnable. Ouais. Hein. Le problème, c'est qu'on peut tomber aussi dans les excès inverses. Et là, effectivement... Et là, ça fait des dégâts. Là, ça fait des dégâts. Donc, non, aujourd'hui, les gens essaient de manger plus sain, de boire plus sain, etc. Et puis, je sais pas, le vin ne représente plus du tout la même chose pour beaucoup de gens. Soit on est dans le domaine de l'exception, donc les grandes étiquettes, etc., là, le produit... mais le vin ordinaire, par exemple, il disparaît des tables. Ouais. Les gens ne boivent plus de vin comme ça, on dit tiens, on va prendre un verre de vin. Non, on préfère ne boire que le week-end, par exemple, mais ouvrir une belle bouteille. Donc, ça veut dire que tous ces vins qui se vendaient à 5, 6 euros la bouteille, 7 euros, sont en train de disparaître des marchés. Ouais. Et la Bourgogne avait en Bourgogne, il n'y a pas que les grands vins, hein. Les grands crus, c'est 1% de la production. Il y a plus de la moitié qui sont des appellations régionales. On retrouve des vins autour de 10 euros, etc., qui sont encore abordables. Mais ceux-là vont souffrir. Ouais. Ceux-là vont souffrir parce qu'en fait, la population qui s'intéresse à ces vins-là, c'est une population qui consomme de moins en moins de vin. Ceux qui s'intéressent aux grands crus, la population ne diminue pas. Et comme il y a une très très faible proportion de ces vins-là, il n'y a pas de danger immédiat pour ceux-là. Oui, mais enfin, on entend quand même mais bon, il y a une inquiétude. Il y a une inquiétude. Il y a une inquiétude. Et alors, les étrangers, selon toi, regardent-ils la Bourgogne différemment des Français? Oh, certainement. Certainement. D'abord, ils la magnifient. Hein. Pour eux, à partir du moment où ils aiment bien les vins, etc., ils trouvent que c'est extraordinaire, etc. Depuis les étrangers qui viennent, bon, d'abord, ont un certain pouvoir d'achat. Hein. Quand on a choisi de venir en Bourgogne, on choisit de faire quelques grands restaurants. On a quand même, en Bourgogne, au niveau restaurant, on est relativement gâtés. On a de très beaux établissements, on a les grands vins, les paysages sont quand même plutôt sympathiques. Au niveau hôtelier, il y a des très belles maisons aussi, et puis même aujourd'hui, chez l'habitant, dans les gîtes, etc., on a de quoi accueillir. Et puis la Bourgogne, elle est riche aussi en histoire, en patrimoine, châteaux, cathédrales, etc., etc. Donc, les gens aiment bien la Bourgogne, et puis parce que c'est fédérateur, et puis en même temps, si on s'intéresse au vin, à la gastronomie... oui, forcément, on y passe. Moi, je connais des gens de Singapour ou de Hong Kong qui vont jusqu'à même acheter une maison ici, ou en louer une pendant 3 mois, et venir 1 à 2 fois par an, parce qu'ils veulent visiter les domaines, ils veulent goûter les vins, ils veulent venir manger... voilà. Et alors, aujourd'hui, est-ce qu'on va dire qu'on vend encore du vin, ou est-ce qu'on vend plutôt une histoire, une émotion, un patrimoine? Enfin, toi, comment tu définirais la recherche des consommateurs, des amateurs? Ils sont dans quelle recherche? Bon, on a parlé des buveurs d'étiquettes, mais il n'y a peut-être pas que cela. Il n'y a pas que cela, heureusement. Mais il y a effectivement une véritable recherche au niveau du patrimoine, ça c'est sûr. Même de l'histoire, de toute cette culture qui tourne autour du vin, hein, parce que boire le vin pour juste boire du vin, on voit bien qu'on a des limites, hein, qu'en fait les amateurs de vin s'intéressent un peu plus qu'au vin. Ouais. D'abord, s'ils s'intéressent au domaine, ils veulent l'histoire du domaine, ils veulent savoir comment la vinification, ils veulent connaître un petit peu le process, etc. Et puis, ils s'intéressent aussi à la région, forcément, donc à l'histoire, donc à son architecture, etc. Donc, non, je pense que c'est un tout. Hein, il ne faut surtout pas séparer le vin du reste. Oui. Et alors, pour toi, le vin est-il toujours un produit de partage ou un objet de prestige et d'investissement avec les différences de prix majeures dont on a évoqué Alors, c'est les deux, hein, mais pour moi, c'est avant tout un produit de partage. Oui. Je vois hier ou avant-hier, on avait un ami qui est passé et c'était sa fête. On a trouvé quand même un Bolnay 2001 à lui faire goûter. Voilà, c'était un moment de partage fabuleux, la bouteille était superbe. Ouais. Et ça crée... C'est une relation qui est particulière, la relation au vin. En même temps, quand on est entre amateurs, entre gens qui apprécient, ça resserre les liens, et puis on fait le monde. Hein. Comme je le dis souvent, on boit un verre, 2 verres, 3 verres, puis au bout du 3e verre, ça y est, les langues se délient. Je disais toujours à mes étudiants, il y a un proverbe que j'aime beaucoup, c'est « Méfiez-vous des buveurs d'eau, ils ont des secrets à garder ». Et c'est clair qu'au bout de 3 verres de vin, on n'a plus de secrets pour personne. On n'a plus de secrets, oui. Et ça fait partie de cette convivialité, on se livre davantage,
Et c'est une espèce de chaleur humaine qui va se dégager de cette relation. Une sorte d'ivresse, entre guillemets. Et ça, au niveau histoire, c'est extraordinaire, parce qu'on remonte à l'Antiquité. Ouais. Avec les symposiums en Grèce, avec les banquets à l'Italie, enfin, du temps de Rome, et même avant, c'est quand les sacrifices aux dieux, etc., le vin était présent. Eh bien, on va s'approcher tout doucement de la conclusion de cette interview. Et je voulais savoir, comment, après toutes ces années, qu'est-ce que le vin t'a appris sur l'homme ? Ah, beaucoup de choses. De ce qu'on venait de dire il y a quelques minutes, là, déjà, le vin libère la parole, hein, souvent, donc les hommes se révèlent davantage. Le vin comme outil de convivialité, c'est fantastique. Maintenant, il y a des amateurs de vin qui restent vraiment concentrés sur leur verre et qui ne cherchent qu'à essayer de décortiquer le vin. Oui. Moi, je suis à des années-lumière de ça. C'est-à-dire que le vin, on aime bien en parler, mais bon, il faut le laisser aussi à sa place. C'est ça. Hein, c'est un faire-valoir, je sais pas, c'est aussi un signe qui est intéressant parce qu'on prend soin de ses hôtes. On va leur offrir une bouteille de vin qu'on espère qu'ils vont apprécier. Enfin, c'est un outil je trouve extraordinaire. Et puis le vin, il n'y a pas trop d'hypocrisie autour du vin. Mais peut-être que ce que tu dis fait le lien avec l'isolement que l'on peut constater dû au téléphone portable, où les gens se renferment sur eux-mêmes. Au restaurant, tu peux parfois croiser des gens qui ne se parlent pas, en fait, qui sont chacun sur leur téléphone. Alors que avec le vin, on parle. Avec le vin, on parle. Ouais. Ah non, mais ça, un restaurant, le portable dans la poche, en mode avion, ouais. La bouteille de vin sur la table, et on passe une belle soirée. Ouais. Et alors, si l'on reste dans le moment présent, quel conseil donnerais-tu aux jeunes gens pour qu'ils réapprennent le goût du vin et le désir de s'initier au vin ? Ouais. Déjà, commencer par des choses très simples. De ne pas se dire moi je veux tout découvrir maintenant, etc. Se laisser porter un petit peu. Surtout de ne pas trop écouter les gens les pseudo-spécialistes qui vont vous dire ah ben là c'est tel caractère, c'est tel ceci, c'est tel... Non, au début on ne connaît pas tout ça. Oui, et je pense que ça fait fuir. Exactement. Ça fait fuir. En fait, le vin c'est très compliqué, mais ça peut être aussi très simple. Parfois ça se résume ah qu'est-ce que c'est bon. Ouais. Qu'est-ce que ça me fait plaisir. Je suis moins bon. Dans un premier temps ça suffit. Le fait d'être avec quelqu'un qu'on apprécie, qu'on goûte quelque chose qui nous plaît bien, c'est déjà important, c'est le plus important. Oui. Après, vous avez des gens qui ont besoin de briller. Donc, il faut absolument qu'ils déclinent, éventuellement reconnaître le vin, etc. Enfin, bon, on se livre à des exercices qui n'ont pas un intérêt autre que de flatter l'ego. Voilà, le faire valoir. Et ça, je trouve, c'est dommage, parce que le vin, c'est pas ça. Le vin, si ça devient un faire-valoir, c'est pas intéressant. Ouais. Donc, il faut être simple. Hein. Parfois, moi, je dis souvent, les gens, par exemple, ils vont décortiquer un vin. Ils vont vous dire, ça sent ceci, cela. Moi, il y a des arômes de... Bon. Dit-on devant un verre d'eau. Exactement. Non, mais ça, c'est machinal. Et en fait, c'est culturel. Je me souviens, la première fois que j'ai fait une conférence à Séoul, à l'université, et on me demandait... C'était une conférence sur les caractères organoleptiques du pinot noir. Donc je leur explique en côte de nuit, voilà, on a des arômes de fruits noirs, etc., un peu d'épices, de pivoine. Puis je dis, du côté de Vougeot, souvent on a des arômes de baie de cassis. Et là, la traductrice, elle me dit, c'est quoi le cassis ? Ils ne connaissent pas le cassis. Comment vous dire à quelqu'un que ça sent le cassis alors qu'il ne connaît pas le cassis ? Aller parler de quelqu'un qui vit sur son iceberg au pôle Nord de fruits exotiques, il va avoir du mal. Ouais. La même chose avec des Américains, quand vous leur parlez, j'ai un nez de champignons, ça les fait fuir, parce que pour eux, champignons égale moisissure. Ça me rappelle une anecdote, si je peux la dire, celle-là. Un jour, je suis chez un vigneron, je tombe en même temps qu'un couple d'Américains qui était là, et la femme était horrifiée par ces moisissures grises qui étaient sur les murs. Et le vigneron, qui était une figure locale très très connue, dit « Non, mais ça c'est rien, c'est de la pénicilline ». Et il en prend une poignée, il la mange devant elle. Je crois qu'elle la laisse s'évanouir. Mais voilà. Donc le vin, il faut être simple. Ouais. Il faut être très très simple. Et puis, oui, on ne connaît pas tout, et personne ne connaît tout, et tant mieux. Ouais. Mais par contre, on peut être curieux. Oui. Et puis curieux, ça veut dire on va prendre un bouquin, on va écouter l'émission, on va regarder telle ou telle chose, on va aller voir un vigneron. Puis progressif, il faut des années. Ouais. Des années. Il faut toute une vie et encore. On apprend tous les jours. Moi, j'en apprends tous les jours encore sur le vin. Et puis, je sais qu'on ne sait rien. Ouais.
On a une C'est connaissance. Allez, une dernière anecdote pour la route. Souvent, quand je présente les vins de Bourgogne, je demande aux amateurs combien croyez-vous qu'on élabore de vins différents en Bourgogne chaque année? Bon, ouais, ça 100, non, beaucoup plus. Je dis vins différents, c'est qu'ils n'ont pas le même goût, il y a un plus acide, l'autre. Je dis c'est plus de 50 000. Je dis combien de vins un professionnel peut goûter par an? Allez, je dis entre 3 000 et 5 000, c'est déjà pas mal. Hein. Ouais. Ben, ça veut dire quand même qu'il en manque 45 000. Ah, bah oui. Et je disais à mes étudiants toujours, je disais, si un jour vous rencontrez quelqu'un qui lui dit « moi je connais les vins de Bourgogne », la seule chose dont on peut être sûr, c'est un menteur. Oui. Non, il faut se la prendre, il faut être facile, quoi. Faut pas vouloir... Ouais, si on prend à peu près 3500 domaines qui font entre 10 déjà, plus Ouais. les négociants, les cartes coopératives, etc. Ouais. On n'est pas loin de 50 000. Ouais, c'est ça. C'est hallucinant. Ouais. Et bon, les grands amateurs, ils connaissent 50 domaines. Ils n'en connaissent pas 3500. Ouais. C'est les domaines qui ont des noms, qu'on voit dans les revues, etc. Ouais. Non, soyons simples. Ouais. Soyons simples et savoir si on aime le goût du vin, ce goût. Il y a des gens qui n'aiment pas le goût, bon, bah, ça peut se comprendre. Et cette simplicité, elle est importante parce que il y a des gens, même, enfin, je ne parle pas nécessairement que les jeunes, hein, toutes générations confondues, viennent et disent, ben voilà, moi je voudrais acheter une bouteille, offrir une bouteille, mais j'y connais rien, et puis j'ose pas. Les gens n'osent pas. Souvent, c'est très intimidant. Voilà, c'est parce que il y a des gens qui ont un langage trop technique, qui donnent l'impression de tout savoir. Alors que quand on épluche bien, qu'est-ce qu'il y a comme ânerie? Qui se donne un air d'expert et qui finalement empêche les autres d'aborder le sujet. Et c'est là que mon petit père Lafouge avec son verre, qui me revient à l'esprit à chaque fois en disant c'était la sagesse, quoi. Ouais. Et quel conseil donnerais-tu à un jeune vigneron, un jeune qui veut devenir vigneron? Qu'il étudie bien ce qu'il veut faire. Métier difficile, qui est très demandeur, parfois ingrat, on ne sait pas. Hein, un orage de grêle peut tout détruire en 5 minutes. Donc il faut être persévérant. Maintenant, s'il a l'amour de la terre, s'il a l'amour qu'il y a, quoi, qu'il le fasse, qu'il fasse son expérience. Mais de la patience, de la patience. Et de la foi. Et de la persévérance et de la foi. Oui, ça, c'est un métier très difficile. Et alors, si dans 50 ans, quelqu'un regardait cet entretien, si les technologies actuelles sont il dirait, voilà un fossile qui raconte son histoire. Et quel message aimerais-tu lui laisser? Que de toute façon, cette notion de terroir, elle est éternelle. Elle sera toujours présente. Si elle venait à disparaître, je trouve que ça serait dommage. Hein. C'est un peu remplacé. C'est comme en gastronomie. On a la malbouffe, tout ce qui est industriel, etc. Qui est quand même, qui peut être bon, hein, mais qui est quand même pas terrible pour la santé, etc. Et puis à côté, il y a les produits authentiques. Et je pense que le terroir, c'est toujours à la base d'un produit authentique. Si on ne laisse pas la technologie prendre le dessus. Ouais. Donc il faut être hyper vigilant et toujours avoir présence à l'esprit. Maintenant, moi, les conseils. C'est quand même très prétentieux de donner des conseils. Ouais. Ça, c'est une chose que j'ai beaucoup de mal parce que ça veut dire que je sais et que. Non. Ouais. Moi, les conseils, faites comme vous pouvez. Si vous y croyez, allez-y. Ouais. Après, attention, réfléchissez quand même un peu avant. Parce que moi, j'en ai vu aussi des gens à 40 ans qui balançaient tout, s'inscrivaient dans une formation pour passer un brevet d'exploitant agricole et qui se disent je vais acheter de la vigne ou je vais exploiter de la vigne. Pas facile, hein. Non. Qui est très très dur. Et au bout de 3 ans, j'en ai beaucoup qui jetaient le manche, qui arrêtaient parce que c'est hyper difficile. Ouais. Alors évidemment, quand on est une famille de vignerons, que le domaine est là, qui roule, c'est pas pareil. C'est pas la même chose. On va prendre le relais. On est déjà, puis on a baigné dedans depuis tout petit, donc on sait un peu comment ça fonctionne. C'est très différent. Quelqu'un qui se dit maintenant je veux devenir vigneron, pas simple. Ouais. Merci Jean-Pierre pour cet rien. entretien. Peut-être as-tu quelque chose d'autre à non, rajouter écoute, non, sinon, écoutez, que le vin ne garde pas trop ses secrets. Merci beaucoup. I bet you're thinking I'm a little too romantic, oh, but